Bienvenue à notre nouvelle émission. Nous sommes très heureux de vous recevoir à tous et à toutes. Nous avons la crème de la crème de la crème des co-animateurs avec moi. Ça va, Nassur? Oui, ça va, merci. Et toi? Très bien, merci. Et toi, Karim, est-ce que ça va? Ça va, super. Alors, à quoi va consister l'émission? L'émission, on va parler du football comorien dans tout ce qui se fait de bien, peut-être même dans tout ce qui se fait de pas forcément très bien, mais on verra ça dans la joie, la bonne humeur, avec un sourire léger. On va apprécier ça. J'espère que vous allez apprécier ce qu'on vous apporte. Bien sûr. Comment tu es venu sur le foot comorien? Comment tu as aimé le football d'abord? Moi, le football, alors c'est une comment ça s'appelle? C'est une grande histoire d'amour, parce que depuis toujours, que ce soit familialement, les amis, les proches, après c'est le sport populaire, donc automatiquement on y vient facilement. Mais c'est ce qui m'a amené, après avec les différentes épopées, l'OM, l'équipe de France, le Brésil, je passe et je passe et je passe, et ce qui m'amène au football un petit peu comme beaucoup. Et les Comores? Les Comores, ben naturellement parce que les origines, et on ajoute à ça l'amour du foot, et ensuite après avec le réseau, les connaissances et ainsi de suite, c'est le partage, la patrie, c'est l'amour de tout ce package-là. Il sera co-animateur avec moi. L'autre co-animateur, celui qui est à la fois le sosie de Patrick Vieira et celui de Lilian Thuram. Comment ça va, Karim? Ouais, ça va, super. Hein. Et toi? Ça va, merci. Le foot, comment? Ben, moi, déjà, je joue au ballon depuis petit. D'accord. Mais niveau régional, j'avais un bon niveau quand même. Hein. Ouais, franchement. Oui, je pouvais devenir footballeur professionnel, mais c'est pas le ligament croisé. Ah, c'est pas les grands. C'est le mental. D'accord. C'était le mental, et donc je regarde, je suis l'OM et tout ce qui s'ensuit. Également l'équipe des Comores. Oui. Et justement, notamment le fait que voilà, qu'actuellement cette année, ben ça va être quelque chose avec la CAN et également la Coupe du Monde qui arrive peut-être. Et donc aussi parler sur le fait de parler aujourd'hui aussi de la construction de l'équipe, comment c'est constitué. Et je sais que Nassur, lui, il était là au début, donc avec Salim Turki. On prend pas n'importe qui, hein, on prend pas n'importe qui. On est très sérieux dans les affaires. Donc on va se tourner vers toi, puisque toi, tu vas nous parler de comment c'est constitué. Voilà, de la jeunesse du foot, quoi. L'équipe des Comores. De l'équipe des Comores, alors parce que c'est une histoire qui est très compliquée, puisque ça remonte aux années 70, mais il n'y avait pas d'affiliation FIFA de ce côté-là. Il y a une première affiliation à l'an 2000 auprès de la CAF, donc c'était ce qui constitue la fédération africaine. Donc pour l'UEFA pour l'Europe, la CONCACAF Amérique du Sud et ainsi de suite. Donc celle-ci. Et ensuite, il y a eu une affiliation en septembre 2005 auprès de la FIFA qui a été faite, puisque ça avait été avec la demande de Salim Turki, le président. On va en parler tout à l'heure de Salim Turki. Hein. Donc là-dessus, cette affiliation, elle avait été faite en septembre 2005. Donc ils avaient été autorisés à participer aux compétitions internationales. Et à partir de là, les premières réelles compétitions qu'il y a eu, il y a eu une non-participation, puisque les Comores, du fait que ce soit une petite fédération, les moyens financiers n'avaient pas pu participer aux qualifications de la CAN sur cette période-là. Il y avait eu une première en 2007, c'était les Jeux des îles des océans, donc des océans Indiens, pardon, avec la venue de Kassim Abdallah et Salim Mrambouani. Pour préciser, c'était deux anciens joueurs de l'OM qui jouaient Kassim Abdallah à l'époque, il était à Sedan. À ce moment-là, il n'est même pas à Sedan. Ah si, quoique si, je crois qu'il est à Sedan à ce moment-là. Et Salim Mrambouani, il était à l'OM ou peut-être à Martigues. Je sais plus. Non, il était à l'OM. Il était à l'OM, voilà. Donc là-dessus, ça avait été ça. Ils avaient fait une participation à la Coupe arabe en 2009. Et ensuite, parce que pour moi, il y a un passage qui est très important dans l'histoire de la sélection des Comores, puisque ça a été un passage éclair, parce que ça faut le préciser, ça a été un passage éclair avec Manu Amoros. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de ce passage-là, mais c'était vraiment très éclair. C'était ça, parce qu'il avait été nommé pendant 3 mois. Manager général. Ouais. C'est ça. Donc de juin 2010 jusque septembre, je crois, si je dis pas trop de conneries. Il avait fait un rassemblement, comme il n'y avait pas de match de programmé, donc il avait juste fait un premier rassemblement. Et c'est celui, en tout cas, par qui les bases ont été fondées
Et sur ce qu'on connaît actuellement de la sélection, parce que pourquoi je dis que ça a été très important, c'est que la volonté de Manu Amoros, parce que pour ceux qui connaissent pas Manu Amoros, c'est l'ancien international français, ancien latéral gauche de l'OM, Monaco et Monaco, et ainsi que de l'équipe de France, je crois, il compte 82 sélections. 82 sélections, c'est ça. 82 sélections, Manuel Amoros. Donc là-dessus, de pourquoi je dis qu'elle était importante, c'était que lui, dans sa volonté, c'était pour poser les bases du football comorien. Il voulait s'appuyer sur des joueurs qui avaient un cursus footballistique avec une vraie formation foot de ce côté-là, puisque c'est celui qui fait les premières convocations concernant les joueurs de ce qu'on va appeler de la diaspora et non pas de joueurs entre guillemets les locaux, parce que il y a cette différence qui est notée entre la diaspora et les locaux. Lui, il voulait réellement s'appuyer sur ce volume de joueurs-là. Donc, du coup, il fait les premières convocations des deux frères Mchangama, donc Youssouf et Mohamed. Il y avait celui qui était par la suite, qui a été le team manager Jamal Mohamed. On a eu Nassif Hamada, le frère de Ali Hamada, qui a été le gardien. Ali Madi. On a eu également, que je me trompe pas, Salim Rambouani. Il y a eu Abassi Bonairi. Kassim Abdallah qui était déjà là avec d'autres, mais bon voilà, donc dans le volume de joueurs qui est déjà là, c'est déjà juste sur ce qu'on évoque là, puisque il y a même, comment il s'appelle, Ibrahim Rachidi, oui, donc alias Bouillon, parce que Bouillon, les gens le connaissent plus sous le nom de Bouillon que Ibrahim Rachidi, mais futur capitaine de la sélection. Donc Najim n'avait pas pu répondre à ce moment-là, mais il était venu sur le rassemblement du mois d'octobre qu'avait suivi, mais ça avait été les premiers jalons, et ce qui allait constituer, puisque quand on évoque ces noms-là, c'est ce qui ont constitué le noyau de la sélection par la suite. Après ce passage éclair de 3 mois, il y a une sorte de, je vais pas dire de trou d'air, mais il y a des manquements au niveau de la sélection, parce que de pas beaucoup de moyens, et ainsi de suite. Parce que je vais t'interrompre. Oui, non, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a un truc qui m'interpelle. Lorsque nous, on a su qu'il y avait l'équipe des Comores, je parle des gens de ma génération, il n'y avait pas d'équipe des Comores. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe nationale de foot, etc. C'est ça. Mais comme ils faisaient pas les compétitions, c'était super frustrant pour les gens de la diaspora. Ah oui, là-dessus, c'était ça, puisque essentiellement, ils faisaient uniquement les Jeux des îles. Donc, les Jeux des îles des Océans Indiennes. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent pas un peu le principe. Ils n'étaient pas dans les compétitions, ce qu'on appelle les compétitions FIFA. Les compétitions FIFA, ils n'y étaient pas, et le principe des Jeux des îles, c'est uniquement avec les joueurs locaux. Ouais. Enfin, uniquement. C'est pas exclusivement, mais essentiellement avec les joueurs locaux. Donc, de chaque championnat en fonction des pays. Après, les joueurs de la diaspora peuvent être invités à participer à cela. C'est un peu la différence avec la CHAN, où c'est uniquement réservé aux joueurs du pays, n'évoluant pas à l'étranger. Donc ça, c'est la petite différence notable qu'on peut distinguer entre l'un et l'autre. Et ensuite, il y a un peu ce trou d'air qui fait que il y a des rencontres qui sont disputées durant 2010, entre 2010 et 2014, mais par manque de moyens, par manque de joueurs et ainsi de suite. Ça pêche un peu jusque ce qu'on peut appeler la nouvelle ère au niveau de la sélection, jusque mars 2014, à savoir le 5 mars 2014 à Martigues, où il y a un volume de joueurs qui est convoqué avec la rencontre contre le vice-champion d'Afrique, à savoir le Burkina Faso. Oui. Donc ça, c'est l'élément marqueur par rapport à la sélection, et où on a ce fameux slogan qui est sorti, puisque ça avait été le président qui l'avait énoncé. C'était le fameux « on va de l'avant ». On va de l'avant. On va de l'avant. Et c'est à ce moment-là où il y avait Amir Abdou aussi. Ben en fait, il y a, sur cette période-là, c'est la nomination du sélectionneur Amir Abdou. Il y a l'équipe staff avec Ben Amir, Jamal Mohamed, qui se constitue, même si elle s'était constituée bien avant, mais c'est ce qu'on permis de faire venir aussi ces différents joueurs de la diaspora. Et par la suite, puisque si on prend après sur les convocations qui vont suivre sur 2015, 2016, 2017, puisque les joueurs vont venir un petit peu au compte-gouttes, mais ô combien important, à savoir Ali Hamada, Jamel Bakar. Ali Hamada, il est pas venu un peu après, puisque à l'époque, il
il était plus considéré comme un gros espoir au poste en équipe de France. Ouais. Si je dis pas de bêtises, parce qu'il a même été gardien de but de l'équipe de France Espoir. Ça, Exactement. J'en ai la certitude. Il n'est pas venu un peu après. Il n'y a pas eu un moment, parce que tu parlais de temps de latence, mais il n'y a pas eu un moment où le gardien titulaire, c'était Salim Ben Bouana, si je dis pas de bêtises. Alors Ben Bouana, il arrive sur la même période, il arrive un petit peu avant, mais c'était pas lui qui jouait, parce que sur les premières convocations de 2014, c'était Naïef qui jouait, parce que c'était un gardien qui évoluait dans la région parisienne. Oui. Ensuite, il y a eu Salim Ben Bouana par la suite qui est venu, et Ali Amada le concernant, puisque tu me posais la question. Lui, il vient quand il est transféré en Turquie à Kayserispor, à savoir, je sais plus sur la date exacte, mais je crois que c'est sur le rassemblement de 2015, si je me trompe pas. Ouais. Et c'est là où lui, il arrive. Ensuite, il s'ensuit, je crois, dans l'ordre, si je me trompe pas, Jamel Bakar sur le rassemblement du mois de mars 2016. On a Rafidjin Abdullah qui suit sur la même année, mais pas sur le même rassemblement, sur le second ou le troisième rassemblement. S'ensuit 2017 Faïs Seleman avec tous les autres joueurs, mais là je dis les joueurs. Toi, tu es un vrai consultant, hein. Toutes les dates et tout. Ouais, mais c'est incroyable la cyclopédie. Hein. Ouais, franchement, ouais. Universaliste du foot comorien. Il a rien devant les yeux. Il y a pas de prompteur. Mais dans les dates, c'est un petit peu ça dans les faits, mais dans les joueurs dits majeurs, parce que de ceux qui apportent un vrai plus dans la sélection, ce sont ces joueurs-là qui viennent s'ajouter au Kassim Abdallah, au Salim Ramouani, Bouillon, Najim Abdou à ce moment-là. Et c'est là où se constitue un vrai noyau, en plus des frères Mchangama à ce moment-là, et qui nous ont fait vivre des moments au fort et incroyables. Bon, on y reviendra un peu plus tard, parce que je vais me tourner vers Karim. C'est ça, Karim. Hein. Ouais. Parce que au départ, je faillis dire Patrick. Non, Karim, je préfère Karim. Tu parlais de Monsieur Abdou. Amir Abdou. Et il avait un rôle vraiment prépondérant. Même, je pense qu'il fait partie également des on va dire des piliers, hein, qui ont permis en fait au Comores en fait de passer un step avec justement l'équipe qui avait en place. Parce que c'était une équipe qui était vraiment proche, je trouve, de leur équipe, hein, pour justement dynamiser, mais également il y avait, je sais, au niveau des entraînements, mais également au niveau de la sélection, parce que je sais, il y avait un moment où on parlait de certaines personnes faisaient rentrer leurs cousins, leurs oncles, les gens de consola, je connais. C'est pas de rumeurs, c'est pas. Parce qu'en fait, il y avait pas plus ou moins il y avait pas de la structure, et donc Amir Abdou, Ben Amir, tout ça. Ils ont ramené également leur père à l'édifice pour structurer, et également faire une sélection, on va dire, convenable. Ben là-dessus, après, le truc qu'il y avait, parce que c'était ça le reproche qu'il y avait, c'est la sélection de Marseille. Parce que c'était beaucoup, et même si dans les faits c'était la réalité, mais c'était beaucoup de joueurs de la région marseillaise. Oui. Mais après, il faut savoir que même par la suite, avec d'autres joueurs qui sont venus par la suite, ça a été que le volume de joueurs dit important était issu de la région marseillaise. Mais si on reprend, on a Ali Amada qui est issu du FC Martigues, alors que et à ce moment-là, il est à Toulouse, ainsi que à Kayserispor en Turquie. Faïs Seleman qui vient par la suite, région marseillaise, mais il évolue à Lorient à ce moment-là. On prend Jamel Bakar, issu de la région marseillaise, mais il passe par Monaco, Nancy, donc naturellement fait que il est issu de la région marseillaise, donc ça match dans ce sens-là. Najim Abdou qui évolue en Angleterre en Championship à Millwall, issu de Martigues, région marseillaise. Si on prend le gardien Salim Ben Bouana, issu de la région marseillaise, je continue avec Bouillon et ainsi de suite. Donc ça, c'est les joueurs issus de la région marseillaise et ceux qui ont constitué le noyau dur au même titre que Kanto, donc Youssouf Mchangama et son frère Mohamed Mchangama. Et en plus de ça, si on ajoute le fait est que la fédération n'a pas immensément de moyens donc pour faire du scouting, d'évoluer, d'aller à droite, à gauche, etc. Donc ça, c'est un élément supplémentaire. C'est que par rapport à l'équipe staff de constitution, par rapport à cette équipe-là, à savoir Jamal Mohamed, qui est issu de Marseille, Ben Amir, Marseille, qui est issu de Marseille également, le sélectionneur région toulousaine, puisque lui, il était de ce secteur-là,
Mais ce noyau-là, en termes de comment on appelle ça, de possibilités de déplacement et ainsi de suite, vis-à-vis des moyens de la fédération, c'est les moyens qu'ils ont. Si on regarde les joueurs qu'on vient d'évoquer, il y en a aucun, il y en a peut-être un ou deux qui évoluent à Marseille à ce moment-là, mais ils sont tous dispatchés, que ce soit dans le reste de la France ou bien à l'étranger. Et avec ces moyens-là, puisque ils ont été attribués en termes de confiance par rapport à la constitution de l'équipe par le président Salim Turki. Salim Turki, il était de Marseille? Salim Turki, non, il est pas de Marseille, il est de Mitsamiouli. Ah ben, justement, à propos de Salim Turki, son âme repose en paix, puisqu'il est décédé très récemment. C'était qui et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, Salim Turki, homme de grande conviction, autodidacte, le président par excellence du peuple comorien, puisque le premier président auquel les Comoriens vont penser quand ils vont penser à la sélection, c'est celui qui est à l'origine de l'investigation de cette affiliation FIFA. Donc, par rapport à ça, après, lui, il a eu sa période de 1997 à 2017. Donc, grande période où il s'est battu avec ses moyens et il a essayé de faire en sorte à ce que la sélection existe, puisque avec Msahazi, même si les gens ne le connaissent pas, mais ce sont les personnes avec les... Msahazi, ouais. C'est qui ça? Il fait partie de la fédération, puisque à l'époque, je crois, il est secrétaire général, si je ne me trompe pas. Et ce sont les deux personnes avec lesquelles ils ont essayé de se battre avec les moyens qu'ils disposaient. C'est terrible, parce que là, ce que tu me dis, moi j'imagine à l'époque, je suis le petit gamin, tu dis que c'était quand? Ça avait commencé en 97, puisque après il y a l'affiliation après de la CAF en 2000. J'étais un gamin, j'étais dans la cour de récré, les gens me vannaient, ah, vous avez une équipe nationale, vous? Ouais, c'est le truc de l'époque, hein. Je me rendais pas compte qu'il y avait donc deux personnes qui étaient là pour mettre en place le football comorien tel que on le connaît maintenant. Le chantier, il était énorme. Ah, mais les Comores, ils partent de loin, parce que faut savoir, bon, comme ça on le fait de façon très bref, mais on n'a pas besoin de rappeler que les Comores sont considérés à ce moment-là comme un pays dit du tiers-monde ou en voie de développement. Donc déjà, le pays en lui-même, il a peu de moyens financiers. Oui, je reviens vraiment sur le truc. Il y avait une équipe des Seychelles à l'époque qui était affiliée FIFA. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'essayais de trouver, on n'avait pas Internet. Je vous parle vraiment les jeunes d'une époque où c'était la préhistoire. Hein. on n'avait pas Internet. Donc pour trouver des trucs, il fallait aller dans des journaux qui étaient faits à l'époque. Et c'était des matchs vraiment il y avait des matchs du style Comores, je dis. Comores Madagascar. Madagascar, c'était affilié. Mais vraiment, des gens qui n'étaient pas du tout affiliés à la fédération. Hein. C'était style Comores Nouvelle-Calédonie, ou c'était des matchs comme ça pour avoir trace du football comorien. Le fait est de ne pas être affilié FIFA, automatiquement, donc on est exclu de tout ce qui va être compétition internationale, matchs amicaux, puisque c'est régi et organisé par la FIFA. Donc naturellement, on peut pas y participer. Donc nous, on est les vilains petits canards avec les autres vilains petits canards et on va jouer sur le côté. Mais par rapport à ça, c'est que réellement c'était une question de moyens et de structuration, parce que les Comores partaient vraiment de loin à ce niveau-là. Ces deux personnages, à savoir Salim Turki et Msahazi, donc font ce travail de fond et d'investigation qui dure un certain temps. Et je trouve, puisque si on fait par rapport à la nomination de Salim Turki en 97 avec une première affiliation CAF en 2000 et ensuite en 2005 pour la FIFA, l'affiliation elle est super rapide et le travail, on voit que il est réel et concret de leur part de ce côté-là. Donc quand Salim Turki, en plus de ce travail de fond par rapport à la sélection, permet d'avoir une académie, à savoir Toamaya, puisque de elle vient en 2010, si je ne me trompe pas, puisque il fait venir Sepp Blatter aux Comores. Oui. Donc Sepp Blatter, c'était le Infantino de l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas. L'ancien président FIFA. De la FIFA. Donc là-dessus,
Là-dessus, ils viennent aux Comores donc pour cette inauguration-là et permettre à la jeunesse comorienne de pouvoir évoluer dans une académie et s'il y a possibilité de se faire remarquer et disposer des avantages du football à l'étranger. Donc ça, c'est ce qui a permis la venue du président Salim Turki. Et même si, voilà, parce que pour certains, voilà, ils vont dire, parce que il y a eu aussi un petit peu les fameux déboires ou parce que il y en a qui vont parler peut-être de malversation ou d'argent détourné et ainsi de suite par rapport à Salim Turki ou parce que c'est ce qui avait mené en 2017 la fameuse histoire des matchs truqués, puisque d'après il avait été mis à l'écart et il perd la nouvelle élection présidentielle face à Ali Saïd Atoumane, l'actuel président de la FIFA. Mais si on doit parler de Salim Turki, malgré voilà ces petits aspects-là, existent réels ou pas réels. Après ça, je suis pas juge de paix pour arbitrer cela. Donc voilà. Mais en ce qu'il en reste concernant le peuple comorien, ils en gardent une bonne image parce que même moi, pour l'avoir déjà rencontré à 2 reprises, c'est quelqu'un que, quand il est là, on sait qu'il est là. C'est quand même le bâtisseur. Voilà, la bonne image, c'est le bâtisseur, c'est celui qui a lancé aussi le football comorien international. Comment? Parce que le football au Comores, ça a toujours existé. Hein. Il y avait un championnat local. C'est ça. Il y avait donc. Il était même président d'un club qui s'appelle Apache Club au Comores. Ouais. À Marseille. Au Comores. À Marseille. Non, au Comores. Voilà. et en plus de cela aussi, il avait, au-delà de tout ce qui est sportif, il avait également une casquette d'homme d'affaires. Également, oui. Il avait également beaucoup d'influence sur tout ce qui était politique et économique. Et il avait une certaine notoriété au niveau de tout ça. Mais c'est assez marrant ce que tu racontais. Non, mais oui. C'est marrant ce que tu as raconté parce que on lui reproche donc, mais quel président, quelles que soient les affaires et tout, ne peut pas mettre les mains un peu dans la boue, dans la saleté, si on prend l'échelle internationale, parce que de là, on a resserré les taux sur Salim Turki, mais si on prend l'échelle nationale, on l'évoquait juste avant, Sepp Blatter, puisque il y a eu la grosse affaire entre lui, Michel Platini, de ce côté-là. Il y a eu des histoires de détournement ou de malversation dans divers championnats, fédérations et autres, même de clubs. Donc là-dessus, est-ce que voilà de lui jeter la pierre ou pas? Après voilà, de chacun fera midi à sa porte. C'est ça, chacun fera son jugement là-dessus. C'est pas à moi de le faire. Mais si on regarde par rapport à l'héritage qu'il a laissé concernant le football comorien, puisque le premier stade international par rapport aux Comores, c'est celui qui réalise à Mitsamiouli, même si certains diront mais pourquoi c'était pas la capitale, à Moroni, puisque s'en est suivi le fameux stade de Maluzine, c'est exactement, puisque par le soutien des Chinois. Mais le premier stade international, il a Mitsamiouli, même si certains diront voilà parce que c'était sa région, c'était son secteur et ainsi de suite. Donc il a voulu mettre la région en lumière. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, voilà. Et pourquoi pas? Mais en l'occurrence, le concernant, c'est véritablement voilà, c'est le père fondateur, si on doit dire comme ça, du football comorien. C'est le papa des Sélécantes. C'est Papa Fahad, comme il est connu aux Comores. Et là-dessus, voilà, parce que moi, pour l'avoir rencontré, alors que c'était ma première rencontre avec lui, après, même si c'est un peu la culture comorienne, mais mon fils tout de suite. Donc, le papa des Sélacan, c'est pas voulu. Exactement. Le stade de comment? Mitsamiouli? De Mitsamiouli, ouais. C'est lui le premier, hein? C'était lui le premier. Tu as déjà été? Oui, parce que moi je viens de Mitsamiouli. Donc c'est ton stade aussi, alors. Voilà, c'est mon stade, c'est le mien. Voilà. C'est ça. Tu as déjà été, alors c'est comment? Franchement, la structure. C'est un stade banal pour la France, hein. Pour la France, mais pour les Comores, c'était quelque chose de synthétique avec un petit gradin. Et voilà, maintenant on a évolué, maintenant il y a un vrai stade avec des vrais gradins et également des vestiaires convenables. Et peut-être dans l'avenir. Combien de places il y avait? Je sais pas, tu sais pas, non, tu sais pas. Non, en capacité, je sais que le stade de Maluzine, c'est 10 000 places, mais si je me trompe pas, je crois sur le précédent,
Il me semble que c'est entre 5 et 8 000, mais la capacité n'a jamais été respectée. Mais parce que oui, c'est vrai, c'est peut-être pour ça, parce que c'est ça mon truc, parce que je te demande si tu as été voir pour des matchs. Non, j'étais passé pour Non, tu as voir, été comme ça, voilà, pour c'est voir ça. et tout, mais bon, Pour voir quand on voit à la télé, sur ces stades, etc., c'est la ferveur. Ah, c'est complètement la ferveur. Déjà, les Comoréens, Déjà, ils font du bruit, en règle générale. en règle générale, déjà de base, ils font du bruit, mais ils ont un vrai amour du football et qui plus est de la sélection. Donc, du moment où la sélection va venir se déplacer, que ce soit à Mitsamouli, à Moroni, vous pouvez dire dans n'importe quel village existant aux Comores, le peuple va se déplacer pour aller les voir. Parce Donc, que il y a un véritable amour de ce côté-là. Ça a toujours existé, hein. Ah non, c'est un amour passionnel avec le football parce que de façon générale, en Afrique, le football est très bien perçu. Mais si on parle de terre de football, même si on n'a pas les joueurs de grande renommée type Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah, Sadio Mané et ainsi de suite de ce côté-là. Mais on a une attache et une ferveur incroyable vis-à-vis de la sélection, quoi. Il y a un truc que tu parlais justement par rapport aux joueurs médiatiques. Moi, il y a un truc qui me rendait fou, hein, c'était justement ce mépris qu'il y avait. On n'existait pas. On n'existait pas. Moi, je me rappelle, parce qu'on peut raconter aussi des anecdotes. N'hésitez pas aussi, vous, à nous envoyer vos anecdotes sur c'est sport. C'est comme Comores, c'est la vente. Sport. L'anecdote que j'ai, c'est à l'époque, il y avait, moi, tous les mardis, j'achetais les France Foot. Ouais. Voilà, il y avait le résultat de tous les pays, etc. Ils avaient fait un sondage, ou plutôt un reportage sur tous les joueurs, toutes les nationalités du joueur ou origines du joueur qui évoluaient dans le championnat de France de l'époque. Ouais. Et à l'époque, j'étais dans une autre radio, je faisais une émission et j'avais fait une sorte de chronique où j'étais choqué sur le fait qu'il y avait Hassan Hamada à l'époque et Tofilou Maolida. Et ils avaient été mis comme étant originaires, Hassan Hamada, je sais plus de où, et Tofilou Maolida, il avait même pas mis qu'il était maoré. Et moi, j'avais été choqué, je dis, mais comment ça existe quand même? Ouais. Le seul qui était reconnu comme comorien, c'était Amada Jambé. Et c'était quelle époque? Amada Jambé à Marseille, c'est 95-97 sur la période à peu près. C'est tard. C'est tard. Donc, ouais. C'était le seul, voilà, si les personnes en fait, du moins, la première connaissance footballistique en termes de joueurs vient avec Amada Jambé. Ouais. Parce que les Comores aussi, ils étaient vus de manière, on va faire un peu plus de géopolitique. Ouais. Les Comores, en fait, ils étaient vus comme lorsqu'il y avait les fameux coups d'État faits par des mercenaires, Bob Denard entre autres. Ils étaient connus pour ça. Et pour moi, hein, les deux premiers visages positifs qu'il y a eu par rapport aux Comores, la manière où on a commencé à nous voir de manière positive, c'était Amada Jambé et d'un autre côté rapologique, Menzo, puisqu'on va faire arriver après. Ouais. Il y a eu Menzo et Amada Jambé. Et c'est là où on a pu mettre les Comores sur la carte. Moi, j'ai connu des cartes quand j'étais. Moi, je suis beaucoup plus vieux que vous, hein, même si ça se voit pas. Mais je te rassure, sur mon époque également, les Comores, ils avaient du mal à figurer sur la carte. Voilà, il y avait pas. Voilà, il y avait pas. Je crois même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, ouais, il fallait expliquer où c'était situé par rapport à Madagascar, etc. Aussi Soprano, quand tu dis Soprano à Marseille, ben il dit ah oui c'est bon je vois, je suis comorien. Soprano. Mais ça arrivait tellement. Mais après. ça arrivait plus à partir de 2005-2010. Ouais, c'est arrivé tellement après et on a eu notre légitimité grâce à l'équipe de foot. Ouais. C'est ça qui a fait que au bout d'un moment, les Comoriens, je suis monté à Paris, on connaissait pas ce qu'était un Comorien. On me regardait, toi tu es où, des Antilles, ils dansent. Bon, ça c'est après. J'ai des Antilles ou non, je suis Comorien. Et on me regardait, non, on connaissait pas. Et justement, et c'est pour ça que moi je trouve que la CAN c'est fort parce que ça me permet plus ou moins de faire connaître notre pays. Et là, justement, pour le parcours qu'il y a actuellement au niveau de la CAN, donc il y aura la CAN 2025 au Maroc. 2025 au Maroc. Et donc moi je pense que c'est quelque chose d'incroyable. En plus on était premier premier de notre poule. Ouais. Et c'est incroyable. Je veux revenir là sur ce que tu dis, qui va rejoindre ce que tu as dit à toi. Donc c'est au Maroc. On jouera à domicile. C'est normal qu'on ait joué nos matchs comme ça au Maroc. Ben, le fait qu'on ait joué au Maroc sur les matchs de qualification et je crois même on a joué peut-être 1 ou 2 matchs amicaux là-bas,
ça avait été que par rapport au stade de Malouzine, puisque c'est le stade reconnu comme homologué à la FIFA aux Comores, il s'avère qu'il y avait eu des problèmes, je sais plus si c'était de sécurité ou par rapport aux vestiaires. Oui. Donc le temps de faire des travaux concernant ces derniers. On sait qu'aux Comores, ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps, mais c'est ce qu'a expliqué le fait est que la sélection joue de façon délocalisée de ce côté-là. Et je remercie d'ailleurs le Maroc de nous avoir reçus, parce que c'est pas tout le monde qui aurait reçu une sélection pour venir disputer ces rencontres. Il y a une grosse diaspora comorienne aussi au Comores, non? Au Maroc. Au Maroc, oui. Oui. Après, il y a une grosse diaspora, puisque si on prend sur nos jeunes du pays, ils vont beaucoup étudier au Maroc et en Tunisie. Après, à moindre échelle en Égypte, je crois. Aussi le Sénégal. Ouais, Sénégal aussi. Mais essentiellement, je crois que ça se concentre sur le Maroc et le Sénégal. Après, à vérifier en termes de chiffres, parce que j'ai pas les chiffres exacts. Mais c'est une des raisons qui fasse que ça se passe plutôt bien avec le Maroc, puisque on a cette considération de pays amis, et même lors de différentes rencontres, ou même durant la CAN 2021, les rapports ils ont toujours été cordiaux. Moi, je sais que j'ai quelques anecdotes, parce que de la sélection du Maroc avec la sélection des Comores, ils étaient dans le même hôtel, ils allaient prier ensemble, ils discutaient ensemble puisqu'ils se voyaient dans l'hôtel, et ainsi de suite. C'est ce qui a permis aussi de tisser des liens de ce côté-là. Avant qu'on passe à la CAN, une question, je pose souvent à mes potes comoriens, parce qu'on est comoriens. Vous étiez où et quelle a été votre sensation la première fois que vous avez entendu la toute première sélection de l'équipe des Comores? C'était pour le match amical contre le Ghana, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Je sais. Je me rappelle où j'étais, je me rappelle ma réaction, mais j'ai oublié contre qui on avait joué. Je me souviens plus. La fois où Manuel Amoros avec... par rapport à l'annonce de la qualification 2021, je sais plus exactement, parce que contre le Ghana. Oui. Non, après ça c'était durant la compétition. Non, moi, mais avant sur la qualification. La première sélection, je peux raconter l'anecdote. Hein. Ouais. Moi, j'étais dans un lieu qui s'appelait Durban. C'était une colonie de vacances avec il y avait plein de Comoriens à Durban. Et on était tous réunis. On attendait la sélection parce qu'on voulait voir s'il y avait Ben justement. Et l'alarme elle est sortie. Ah, carrément. Ouais, l'alarme elle est sortie parce que, ben justement, je sais pas si vous l'avez vécu, mais moi je passais à tous ces moments dans les cours de récré où toi tu venais, tu commençais à vanner tous les Algériens et te regarder, tu disais mais vous avez une sélection vous? Vous avez un pays. Ouais, c'est ça, tu vois. Et il y avait vraiment la larme qui est sortie. J'étais super ému. Et il y avait un ami à nous qui est d'ailleurs manager de l'équipe de basket, Saïd Chanfi. Ouais. Il avait pris son téléphone et il avait mis l'hymne national des Comores. Et je te promets, il y avait énormément d'émotions lorsqu'on a eu l'annonce de la toute première sélection de l'équipe des Comores. Parce que je sais mais je sais que, en tout cas, me concernant, l'annonce de la qualification, je dois être en famille de mémoire, parce que je sais qu'essentiellement, je regardais les matchs en famille, ou sinon avec, ça reste toujours la famille, mais avec les cousins et ainsi de suite. Ouais. Mais je sais que quand je l'avais appris qu'on était qualifié, ça a été un ouf de soulagement, parce que c'est là où il faut recontextualiser les choses. C'est que si on prend les Comores, avant de se qualifier de façon officielle à la CAN 2021, il y a une première éventualité en 2019. En 2019, ça avait été le fameux couac avec, d'ailleurs c'était avec le Cameroun, même si après on va évoquer encore le Cameroun par la suite, mais il y a eu un premier couac avec le Cameroun parce qu'il devait organiser la CAN en 2019. Parce que de par souci d'organisation, de stade, de sécurité, pour tout un tas de raisons, les stades n'étaient pas aux normes, mais ils pouvaient pas répondre à la compétition. Donc, ils décident d'abandonner l'organisation et de dernière minute, il me semble, si je ne me trompe pas, je crois en 2019, la CAN elle part au Maroc. Oui. Si je ne me trompe pas, elle part au Maroc. Et à ce moment-là, il y a un recours de la part de la fédération auprès du TAS
pour que les Comores fassent la bascule en disant que le règlement dit, si le pays organisateur ne peut pas organiser la compétition, automatiquement il est disqualifié de ce côté-là. D'accord. Sauf que les Comores font le recours, du fait qu'on soit une petite nation du football et une petite fédération, cela ne pèse pas dans la décision finale puisque les Comores seront déboutés et le Cameroun participera malgré tout, alors que le règlement dit qu'ils doivent être disqualifiés, puisque si on se remet dans le contexte, dans la poule, il y a le Cameroun, le Comore, je crois il y a la Zambie, et il me manque le 4e, mais le Cameroun doit être disqualifié, et les Comores, en fait, ils ont tenté le tour de pirouette de se dire on prend la place du Cameroun en se disant si c'est pas eux, notre place nous revient, et au final ça ne se fait pas. Maintenant, pour faire un rebond par rapport au président Turki, puisque on a le nouveau président, à savoir Ali Saïd Atouman, sans lui jeter la pierre, mais simplement par rapport à un personnage comme Salim Turki, moi, c'est un président que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, parce que pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà vu, c'est quelqu'un qui, quand il est là, il est présent. Quand c'est la sélection, il se bat et il se fait entendre. Donc, par rapport à ça, moi, j'aurais bien voulu avoir une gueulante, entre guillemets, de sa part. Peut-être pour que cette décision-là fasse davantage de bruit et qu'on discute davantage auprès du tribunal pour cette fameuse qualification en 2019, au même titre qu'en 2021, même si on va revenir dessus. Mais j'aurais aimé aussi avoir Salim Turki en tant que président lors de la participation des Comores à la CAN, avec la fameuse histoire des Covid. Parce que pour ceux qui se rappellent, à ce moment-là, il y a 13 cas Covid, et si on refait l'historique, le point de règlement, il disait à 48 heures avant un match, si un joueur est testé négatif, il peut participer. Sauf que dans l'entre-deux tours, parce que il y a un cas qui fait jurisprudence et qui se passe à ce moment-là, c'est que la Tunisie, eux, ils jouent, je crois, à 15 heures ou à 16 heures ou 17 heures, j'ai plus l'horaire exact, mais ils jouent l'après-midi. 48 heures avant, si on recontextualise, on a Ben Bona qui s'est qui est blessé à l'épaule. On a le deuxième gardien, il y a un autre gardien qui est covidé, Ali Amada qui est covidé, Kassim Abdallah qui est covidé, plus tout le reste de joueurs pour arriver au nombre de 13. Sauf que le seul joueur qui passe en négatif 48 heures avant, c'est Ali Amada. Sauf qu'on lui dit, tu peux pas jouer. La Tunisie joue le même jour que les Comores et la Tunisie joue, oui c'est ça, joue le 8e de finale contre le Nigeria et les Comores contre le Cameroun le même jour, sauf à horaire différent. La Tunisie a Wabi Kazri qui est covidé, lui qui est autorisé à jouer le match de 16h ou 17h. Après le match, point de règlement, il change, et au lieu de passer à 48 heures, il le passe à 5 jours. Et ensuite, on a le fameux débat en disant, ouais, mais de Ali Amada, pourquoi ça change pour lui alors qu'il peut participer? Et jusqu'à l'horaire du match, il pensait que Ali allait pouvoir jouer, puisque il fait même le déplacement, parce que je sais plus, je crois, il joue à Yaoundé, ou je sais plus comment c'était basé, avec Garoua, etc. Il fait le déplacement avec la sélection. On l'interdit de stade à ce moment-là. Les tests sont toujours négatifs. Et la part de nos instances à nous, à savoir du président, pas de son, pas d'image. Et c'est là où je dis que j'aurais aimé avoir un président comme Salim Turki pour faire une gueulante, parce que peut-être que ça aurait changé de ce côté-là, parce que le fait est d'avoir déjà, parce que je crois qu'on a été la sélection avec le plus de cas Covid, bizarrement on joue le pays hôte, 0 cas Covid sur la compétition, donc les 3 gardiens qui sont out, on se retrouve, parce que c'est la première fois dans l'histoire du foot où il y a un joueur de champ qui termine au goal avant même de disputer la rencontre. Donc ça, c'est une première qui est inédite et je pense qu'il restera inédite, avec Chakar Azur qui fera son match par la suite. Mais dans
dans la figure emblématique de ce que représentait Salim Turki. J'aurais aimé l'avoir à ce moment-là parce que peut-être que ça aurait changé, peut-être que le match, parce que il aurait été différent, peut-être qu'on aurait gagné, peut-être qu'on aurait perdu davantage, peut-être qu'il y aurait eu des prolongations, des pénaux après ça, Dieu seul sait. Mais en tout cas, sur le départ, j'aurais aimé l'avoir parce que je sais pas si les personnes se rappellent, mais la sélection est à 2 doigts de boycotter le match contre le Cameroun parce que justement, on empêchait les Comoriens de pouvoir disputer une rencontre à armes égales, quoi. Tout simplement. On disait pas qu'on voulait gagner le match sur tapis vert ou quoi que ce soit, mais c'était d'être dans de bonnes conditions. Et je rajoute même, il y a le fameux carton rouge de Najim Abdou, qui intervient à la 7e ou 8e minute. Et ceux qui ont les images en tête, il y a toute la sélection plus le banc qui se regarde en se disant, on reste ou on quitte le match. Parce que moi, je sais que toute la journée, j'ai le fil rouge au téléphone, etc. C'est bon, négatif, positif, etc. Tu joues pas, et ainsi de suite, etc. La tension, elle était telle que j'avais l'impression d'être avec eux au Cameroun. Et quand il arrive ça, moi, je me rappelle que pendant au moins 10 minutes, je regarde plus le match. Quand il y a le carton rouge de Nadim, je regarde plus le match. Ouais. Donc, parce que on se dit, en fait, c'est le sort qui s'acharne contre nous. Le fait est de jouer contre le pays hôte, en sachant que 2 ans avant, ils doivent être disqualifiés, et c'est nous, on se fait bananer. On arrive là, on rejoue encore le pays hôte, et on se refait bananer une nouvelle fois. C'était compliqué. C'est la puissance du président d'époque, qui était Samuel Eto'o. Ben, il y a de ça, mais après, oui, mais après, c'est en termes de puissance footballistique et de ce que représente le Cameroun sur l'échiquier africain vis-à-vis des Comores, il n'y a pas match entre les deux. C'est ça, c'est très problématique. C'est pour ça que je comprends quand tu dis que peut-être cela aurait mieux passé si ça avait été... peut-être, après on saura jamais la réponse, mais j'aurais aimé l'avoir à ce moment-là. Et même pour les enjeux à venir, la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, comment vous voyez les choses parce que là, moi, il y a 2 matchs, ça qui arrivent, hein. Ça, 2 matchs qui arrivent pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. C'est les 2 matchs, rapidement. Il y a Madagascar. Madagascar et le Ghana. Et le Ghana. C'est pour quelle date? Je crois que c'est le 6 ou 7 octobre et le 10, je crois. Lors de la fenêtre internationale, la trêve internationale. C'est ça, la prochaine fenêtre, là, qui interviendra c'est sûrement sous peu. Donc, on va préparer un bon avant-match pour, déjà, il y aura le Zanatico, hein. Le Zanatico. Comment Madagascar. Donc, il y aura ça et c'est assez important. C'est un match qui quand même peut diviser même ici, hein, dans des familles même, hein, puisque c'est vrai que j'appelle ça le Zanatico. C'est ça. Il y a des familles où l'histoire elle est étroite entre les Comoriens et les Malgaches. On connaît l'histoire, ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il y a eu même de pire entre Madagascar et Comores. Exactement. Et non, moi, c'est le match que j'attends, moi. Dans ma famille, dans ma famille, il y a des Malgaches, j'ai des cousins qui sont moitié Malgaches aussi. Je souhaite que les Comores gagnent et de manière très aisée, mais ça va être très compliqué. Parce que même Madagascar, ils sont à un niveau qu'on les attendait pas, hein. Non, Madagascar, ils sont là. Après, je trouve qu'ils ont un effectif qui est quand même bien présent parce que ils sont toujours bien représentés, mais j'ai préféré leur effectif qu'ils avaient, je crois, sur 2017 ou avec 2018. Jérémy Morel. Il y avait lui qui était venu pour disputer la CAN 2019, je crois, si je me trompe pas. Qui est un Égyptien, comme ça. Comme ça, vous allez pas chercher et tout. Vous voulez écouter notre discours et où on est marrant, on est fort. Ouais, mais il a dit Maroc! Non, oui, on a compris, c'est en Égypte. Mais sur cet effectif-là, ils avaient un effectif qui était beaucoup plus étoffé avec Amada, exactement. Avec j'ai oublié son nom, parce qu'ils avaient un 6 qui évoluait Marco Ilarametra. Celui qui évolue à ce moment-là, il évolue à Charleroi. Oui. Donc il fait une CAN incroyable. Il fait une CAN, elle est vraiment incroyable. Ensuite, il y avait le gardien Marvin, j'ai oublié son nom de famille, mais lui pareil, il fait une très très bonne prestation en tant que gardien sur la compétition. Et cet effectif-là,
Franchement, il était incroyable. Mais pour en revenir à l'ASI, Madagascar, je trouve qu'il reste prenable. Il reste prenable, même si ça reste une nation sérieuse. Après, le gros morceau reste le Ghana. On est devenu un peu leur bête noire hein, au Ghana maintenant. En ce moment, on est un peu leur bête noire. Mais le Ghana reste le Ghana. Le Ghana Au même reste titre le Ghana. que le Mali reste le Mali. C'est le problème que j'ai moi avec le Ghana, les Comores, Ouais. que aurait pu avoir l'équipe de France si Didier Deschamps n'avait pas fait ce virage. On reste trop sur une équipe qui est assez vieillissante. Où ça, au Ghana? Au Ghana aussi, Ouais. puisqu'il y a toujours, je dis pas de bêtises, il y a toujours les deux Ayou. Il me semble qu'il y a les deux frères Ayou. Je crois qu'il y en a un. Ou je sais pas si André continue ou s'il a arrêté, mais en tout cas, il y a Jordan, ça c'est sûr. Jordan, c'est sûr. Ayou, André, l'aîné, C'est enfin ça. l'aîné. C'est l'aîné qu'on connaît parce il avait encore un autre fils aîné, Abidji Ayou. Donc, ça reste sur des équipes vieillissantes. Et c'est la peur aussi que j'ai avec les Comores, même si par petites touches, on commence à mettre des petits jeunes, on commence à mettre Pandore, pour prendre un exemple, on met Pandore. Il y a Madi aussi qui est sélectionné. Alors, au Comores ou au Ghana? Au Comores. Au Comores, dans les joueurs vieillissants? Non, dans les joueurs qui sont jeunes et qui intègrent le groupe. Ben là, l'effectif, il a été au niveau de la sélection, il a beaucoup été rajeuni. Ouais. Il a beaucoup été rajeuni parce que de si là, bon, même s'ils font partie des titulaires, mais si on exclut Kanto, Youssouf Mchangama et Faiz, l'effectif à moyenne d'âge, il doit tourner peut-être à 25-26 ans. 26 ans. Je pense que, voilà, tu vois, j'avais pas fait Parce que c'est simple. le lien là. sur le fait que c'est devenu beaucoup plus jeune. Ah non, ça a été pas mal rajeuni. c'était Ça a été pas mal rajeuni parce que de si on fait concernant la sélection, si on prend Pandore, lui il doit avoir 20 ans ou 21 Il est jeune, ans. hein, il est certainement. jeune, Oui, c'est un hein. gardien qui est très très jeune, qui a été formé à Lens et qui évolue en D2 belge. Qui est prêté par Lens d'ailleurs. Je crois même qu'il a été transféré, si je dis pas de bêtises. Mais qui évolue en D2 belge. On a Kassim Daouma qui est au Bagne, lui il doit avoir 25, 26 ans certainement. J'ai pas les âges exacts. Mais On a Madi, qui était, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, qui est rentré contre le Benfica avec l'équipe de l'OM. Alors lui, il avait fait, je crois. Chercher. Oui, non, oui, je vois, mais lui, il fait pas partie des sélectionnés récurrents. D'accord, ok. Sur les sélectionnés récurrents qui reviennent, on va avoir l'arrière gauche, Boura, on va avoir Bakary à droite, Omari, Mohamed, le défenseur central. Omari qui a tenu un peu la baraque l'année dernière avec Lyon. Ben, c'est ça, on peut prendre aussi dans les récurrents qui restent jeunes, Burhan qui a 25 ans. Ensuite, qui on va voir d'autres vraiment dans les jeunes, on va voir parce que de là l'effectif, on peut prendre les nouveaux arrivés entre Rafiki Saïdi et comment il s'appelle, Miziane. Miziane Maoulida. Ensuite, il y a un autre attaquant qui lui aussi Aboubakar Ali, qui lui a 19 ans, qui évolue aussi en D2 belge. Donc l'effectif a pas mal été rajeuni, même si il y a encore des joueurs issus de la première génération de la nouvelle ère, de la nouvelle ère de 2014 et qui ont connu l'épopée à savoir Youssouf Mchangama, Faïs Seleman, il y avait comment il s'appelle, Zahari, le défenseur, Kassim Daouma, il y avait Burhan aussi, Ben, Maïlé, Mohamed Youssouf, là. Il y a eu lui, il reste qui encore dans cet effectif qu'a connu sur l'ancienne génération et la nouvelle, ça reste eux les joueurs 10 cadres de l'effectif. Et par rapport à cet alliage-là entre les anciens et les nouveaux, je trouve que ça matche plutôt bien, puisque avec le nouveau sélectionneur Stéphane Cousin, il y a un travail. Alors c'était vrai, il y a eu un léger intermède entre Amir Abdou et Stéphane Cousin, c'était, j'ai oublié son nom, Youssef... Ah non, c'était Farouk Zerdouk. Farouk Zerdouk, merci. Farouk Zerdouk. Farouk Zerdouk. Il y a eu un léger intermède et tout. L'homme idoine, Stéphane Cousin.
Parce que Amir Abdou, on est passé très très vite sur lui. Amir Abdou, il est arrivé, il était aussi entraîneur d'un club. Et il arrivait avec une tactique, un esprit tactique. Il avait une idée de jeu derrière lui. Est-ce que Stéphane Cousin, c'est un digne héritier? Ben là, tu me tends la perche parce que je voulais pas m'attarder dessus sur comment ça s'appelle, sur Amir Abdou, même si voilà, la sélection a eu tout ce qu'on peut lui connaître avec les succès et l'épopée historique, parce que pour nous, elle reste historique au Cameroun. Mais moi, je lui envoie un petit peu, parce que si on retrace un petit peu, quand lui, il est nommé sélectionneur des Comores, lui, il entraîne une équipe de DH Golfech, je sais pas comment ça se prononce, en région toulousaine. Oui, c'est ça. Donc lui, il arrive en tant que nouveau sélectionneur. Il lie les deux entre son club de DH en Golfech ainsi que la sélection. Des Comores, ouais. Donc ça, c'était le moment où il arrive. Ensuite, il se détache complètement de ce côté-là par rapport à son club en tant qu'entraîneur. Ouais. Donc il se consacre véritablement à la sélection. Et là où moi je lui en veux, c'est que par rapport à la sélection, il arrive à l'âge d'or de ce qu'on peut lui connaître, parce que là on parle de 10 ans, de 2014 à ici, mais par rapport au noyau de joueurs, parce que à ce moment-là, les joueurs sont jeunes, ils sont entre guillemets dans leur prime, si on doit dire ça comme ça, où ils ont la vingtaine d'années ou le début de trentaine pour certains. Et si on recontextualise les choses, parce que Amir Abdou, c'était quoi? C'était de jouer un bloc médian, un bloc bas, et d'essayer de jouer des ballons en contre, etc., pour aller chercher des résultats. Ça a été un petit peu laborieux au début parce que on n'avait pas beaucoup de victoires. Si on retrace un petit peu chronologiquement les choses, il n'y avait pas beaucoup de victoires. Ensuite, tant bien que mal, on arrive à se qualifier. Mais pour une nation qui compte même pas 1 million d'habitants, d'avoir ce nombre et ce volume de joueurs évoluant en tant que professionnel en Europe, parce que on prend Najim Abdou, le capitaine, à ce moment-là, il doit compter presque 200 matchs ou un petit peu plus, parce que il en totalise plus de 300 en Angleterre, donc qui évolue en Championship à Millwall. On prend Jamel Bakar, Monaco, Nancy, première division en France. Faïz Seleman, par la suite, qui évolue en première division, puisque il est du côté de Lorient. Il est du côté de Lorient, donc en première division. On a Fouad Bachirou, qui évolue à Malmö, en Suède, première division, compétition européenne. On prend Ben Fardou, l'avant-centre, l'Étoile Rouge de Belgrade, Ligue des Champions, Ligue Europa, champion de Serbie, et je passe le CV. Il est devenu aussi une légende de l'Étoile Rouge en plus. Et c'est pas rien. Hein. Merci de le mettre en lumière parce que mis une gifle en 80. Je m'en souviendrai toujours. Mais de ce côté-là, après voilà, c'est bien de mettre en lumière ces joueurs-là qui sont légendes dans leur club, à savoir parce que moi je peux aussi nommer Najim Abdou, parce que du côté de Millwall, c'est une figure importante de Millwall, parce que si je ne me trompe pas, je crois que c'est le joueur qui compte le plus de caps avec le club. Donc c'est bien aussi de mettre en lumière ces joueurs-là qui restent discrets dans la vie de tous les jours. Mais pour continuer d'énumérer les joueurs, on a Kantom Changama qui fait une très très bonne saison du côté de Consola, parce qu'ils sont en phase de montée pour la Ligue 2 sur ce laps de Tala. On a Mohamed El Changama qui était en Ligue 2 ou en première division avec Nîmes. Oui. Qui était avec Nîmes. On a Ali Amada qui était à Toulouse, première division, qui part en première division également à Kayserispor en Turquie. Et je vais t'interrompre par rapport à Ali Amada, comme ça on va faire un tout petit jeu. Pour nos amis téléspectateurs, quelle est la particularité de Ali Amada? On vous laisse jusqu'à 5 minutes, après dans 5 minutes on donnera la réponse. Ali Amada a une particularité, on vous laisse le temps de répondre. Donc Ali Amada. Donc par rapport à Ali Amada, donc en fait, on a un noyau de joueurs présents sur le terrain qui est conséquent, mais évoluant à très très bon niveau, puisque sur l'ensemble des joueurs qu'on vient d'évoquer, ils sont en première division.
Je ne dis pas que la sélection des Comores et le Brésil ou l'équipe de France ou Je l'Espagne, pense que c'était un l'Italie, peu plus etc. facile pour... Mais je pense qu'il y avait dans le jeu, là je Ouais. vais vraiment prendre dans le jeu, peut-être plus de choses à faire en termes de prestations. Maintenant, après, il y en a qui vont être pragmatiques de dire non, on vient, on bloque et vont donner raison parce que c'est ce qui s'est passé avec la qualification à la CAN en 2021. Mais peut-être qu'on aurait pu y aller avant en jouant sur les qualités que je trouve qu'on pouvait avoir à ce moment-là, avec la qualité de joueur qu'il y a à ce moment-là, étant donné que si on prend Kato, c'est un joueur de ballon, Najim également, on prend Faiz, après, Benfardo, même etc. dans la région, dans le bassin, on recherchait le Comorien, celui qui était recherché pour ses qualités plus techniques que physiques. Ben, Même dans la région, hein. si on prend les Comoriens déjà de base dans le foot, et encore plus dans notre région, au même titre que les Algériens, on est des joueurs fins, techniques, où on aime avoir le ballon. On aime avoir le ballon, on aime avoir le ballon, tricoter, voilà, de faire mumuse avec la baballe et ainsi de suite. Mais quand on retrace l'effectif à ce moment-là, parce que j'oublie même un Kassim Abdallah qui évolue du côté de Marseille puis Evian par la suite, on a un effectif qui est de qualité. Exactement. Parce que si on prend des autres nations, que ce soit peut-être l'Angola qui est déjà bien présent bien avant, la Zambie et ainsi de suite, est-ce qu'ils peuvent se targuer et se vanter en disant que en termes de volume de joueurs, on a la même qualité que les joueurs qu'il y a aux Comores? Donc c'est là où moi j'en vais un petit peu à Amir Abdou en se disant on a été un petit peu trop pragmatique ou trop prudent sur le jeu pratiqué. Et voilà, ça c'était le petit truc parce que tu me tends la perche par rapport à lui. Pour moi c'est normal et on va mettre un point sur ça. Pour moi c'est normal parce que c'est l'école française, l'école Aimé Jacquet. Certainement. Mais après, quand on prend Farouk Zerdouk, qui suit derrière, il essaye de pratiquer un football, mais bon, après, il reste pas très longtemps, parce que je crois qu'il fait 5 matchs. Et pour répondre à Stéphano Cousin, qui lui, il a une vision de jeu, puisque voilà, il essaie de rester pragmatique et de pratiquer un bon football et d'essayer d'atteindre les objectifs. Mais il y a des choix par moment où j'arrive pas à suivre parce que si on prend par exemple sur la dernière convocation, je me pose la question de pourquoi il n'y a pas un Burhan par exemple qui n'est pas convoqué alors qu'il n'est pas blessé, il est en capacité, il est là depuis un certain temps, il joue dans son club et voilà. Après il y a quelques petites questions de ce truc-là, mais qui font que qualitativement, je veux pas dire qu'on perd parce que sinon ce serait faire injure aux joueurs qui sont présents, mais là-dessus, moi je sais que j'aimerais avoir un effectif au meilleur, parce que d'avoir une volonté de vouloir prendre des joueurs qui jouent, même si ça s'entend, mais d'avoir des joueurs de ce côté-là où on peut avoir un effectif plus qualitatif, parce que moi je prends parce que parmi les joueurs clés, on n'a plus besoin de les reciter, que ce soit Kanto, que ce soit Zaidou Youssouf, Faïs Seleman, etc. Mais pour la prochaine CAN, et c'est là où je mets le petit point de vigilance, ça va être sur la colonne vertébrale, parce que en termes d'avant-centre, on n'a pas un réel avant-centre, on a des ailiers qui sont repositionnés dans l'axe, ou là où on pouvait avoir un Benfardo ou un Jamel Bakar qui eux étaient réellement en tant qu'avant-centre. Si on recule derrière, ça va pêcher sur le poste de milieu défensif, parce que on n'a pas un véritable gratteur de ballon. Donc un mec qui vient qui fait le sale boulot, voilà, ou un Rafidjin. On n'a plus un gratteur de ballon de ce côté-là. Et sur la paire centrale, où on va avoir un Warmed Omari et à côté, parce que voilà, peut-être il va avoir Zahari, il va avoir Ndaouma, etc. Mais c'est les postes de vigilance que j'aurai par rapport à cet effectif qui pourrait bien figurer, même si le groupe s'annonce corsé pour la CAN 2025. Mais en l'occurrence, j'espère en tout cas qu'ils nous fassent vivre les mêmes émotions qu'ils nous ont fait vivre en 2021. On n'a pas d'objectif de vouloir
de vouloir gagner la CAN. Maintenant, sur un malentendu, voilà, même si sur un malentendu, parce que de ça, c'est l'esprit compète qui fait que on vise la finale. Maintenant, dans les armes concernant l'effectif et concernant les sélections figurantes aussi, il y a un premier tour de poule à passer parce que on a le Maroc, le Mali et la Zambie, si je ne me trompe pas, dans la poule. Ça reste quand même des gros morceaux puisque si on prend le Maroc, ils finissent premier de leur poule sur la dernière CAN, même si après ils sortent en 8e. On a le Mali qui sort en quart de finale contre la Côte d'Ivoire sur la dernière CAN. Même si c'est un Mali malade, parce que c'est assez fluctuant le Mali. C'est ça. Même si c'est pas le grand Mali qu'on connaît, mais sur la dernière rencontre qui s'est passée, on perd 3-0 contre eux. On perd 3-0, donc faudra voir aussi de ce côté-là. Et la Zambie, je pense que c'est le match en tout cas qu'il ne faut surtout pas perdre, parce que de tout ce qui va arriver Maroc et Zambie, c'est des points à gratter. Donc à voir par rapport à ça, mais si déjà on figure 8e, ce serait une bonne chose, et ensuite tout le reste c'est que du bonus. Moi je prends, et si on va au bout et qu'on fait une Côte d'Ivoire 2023 à finir 3e de la poule et gagner la compétition, donnez-moi le papier, je le signe maintenant. Rapidement, je te vais demander très rapidement, toi aussi très rapidement. La Coupe du Monde, on y croit? Moi, j'y crois. Tu crois? La qualification de la Coupe, on y croit? Je suis obligé d'y croire. Parce que c'est la passion, la ferveur, c'est l'amour du maillot. Donc on est obligé d'y croire. Et vous avez la réponse pour Ali Amada? Non, j'ai pas la réponse. Tu n'as pas la réponse? Tu as la réponse? Son but en 2012 contre Rennes. Il a la réponse. Il est trop fort. Je crois qu'il a révisé avant de venir. La particularité d'Amada, c'est avec Grégory Wimbe, les deux seuls buteurs de la tête. Gardiens. C'est ça, hein? Dans le championnat de France, de la championnat de France. Il marque de la tête, sur un coup franc de Wissam Ben Yedder. Je me rappelle. On te remercie déjà d'avoir participé. Merci à vous, les gars. On te remercie toi aussi d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission qui s'appelle C'est Sport. Mag. Pas que j'oublie le mag. C'est Sport. Mag. Voilà. J'espère que vous avez appris énormément de choses avec nous. On se retrouve très vite. Très bientôt. On remercie Abdoul qui était à la technique, qui nous a aidé à mettre en place tout ceci. À très vite. À très vite, à très bientôt, et allez les Verts. Godo. Véripia.